Denguélé. Ce nom est très connu dans le pays malinké d'Odiéné parce qu'il désigne une montagne célèbre. Denguélé korobe kabagu mini fola itimbena kana soli be kayano kana tulunke otuma aye joini fembe sola kabagu ba mina itimena soli ko fa ko kabadele masa otuma to ko ma mori no mori otuma na tulunke yano so ko Denguélé. Selon le sage El Hadj Sangaré Moussa, gardien de cette montagne, Denguélé signifie fils unique. Autrefois régnait ici un chef de guerre qui était le fils unique d'une famille. Il adorait tout ce qui est unique sur terre. C'est dans cet esprit qu'il se confiait régulièrement à cette montagne de pierre. Ainsi, tous ceux qui étaient fils uniques suivaient au pied du Denguélé. Aujourd'hui, cette pratique est devenue une coutume. Venus des bords du Niger, les Malinké, de leur vrai nom, Maninka, auraient quitté cette région au XVe et XVIe siècle à la suite de la décadence de l'Empire du Mali. Ils constituent la fraction la plus dynamique du groupe Mandi. Guerriers, voyageurs, commerçants, bâtisseurs de villes, les Malinké n'ont pas gardé de l'ancien empire du Mali et l'aptitude à maintenir un État centralisé. Ils sont ainsi voués à la dispersion depuis le XVe siècle. Sous la conduite de quelques chefs guerriers, ils ont émigré vers les forêts méridionales à cause du commerce de la cola et des richesses des forêts ou pour chercher des voies d'accès à la côte fréquentées déjà par des navigateurs européens. Les Malinké ont réussi alors à établir une suprématie militaire et culturelle, religieuse et économique sur tout le nord de la Côte d'Ivoire, créant ainsi des royaumes éphémères parmi les Sénoufos. Établissant un contrôle sur les marchés de cola frontaliers, les Malinké ont traversé le Sandra vers 1600 en passant par le royaume de Bouna, colonisant le Worodougou, pays de la cola de Séguéla, et le pays des Koyarak de Makono. À partir de la région de Mankono, ils ont alors traversé le Bandama et parcouru l'actuel pays baoulé du nord au sud. Chassés de ce territoire par les Baoulés au début du XVIIe siècle, les Malinké se retirèrent vers le nord dans la région de Satama où ils fondèrent le Diamala. Actifs, les Malinké ont ouvert et organisé sur le plan commercial une grande route de Bouna à Koumassi et à Accra. Les Malinké occupent aujourd'hui l'extrémité du nord-ouest de la Côte d'Ivoire et plus au sud, une large bande qui s'étend vers le Bandama. Ils sont divisés en 6 sous-groupes qui se distinguent par leur dialecte: Koro, Koyaka, Maninka, Maou, Wodougou, Wodougou. Comme tous les Mandés, les Malinké sont organisés en grands lignages patrilinéaires unis par des mariages patrilocaux et polygamiques. Islamisés vers le XVIe siècle, les Malinké, animistes à l'époque, se révèlent comme de fervents propagateurs de la religion musulmane. Cependant, certaines pratiques animistes survivent encore dans leurs croyances avec des éléments de magie, comme le montrent certains de leurs objets culturels, tels le masque. La société Malinké est une société de type monarchique, divisée en groupes sociaux, en castes, comme celle des forgerons et des griots. Néanmoins, il règne au sein des villages et des cantons une certaine démocratie. Le commerce, l'élevage et l'artisanat sont les principales activités du peuple malinké. Excellents agriculteurs, les Malinké pratiquent la culture du coton, du mil, du riz, du manioc et de l'igname. La meilleure façon de connaître un peuple, son histoire, c'est d'aller à la rencontre de ce peuple.
Les Malinké d'Odéné, à l'origine et dans l'ensemble principe, sont venus du Mali, notamment de Mandé, une région située au Mali, d'où le nom Malinké. Tel que dans l'appellation du pays, vous pouvez entendre les gens Djabi. Mais Djabi n'est pas précisément un prénom de famille. Djabi désigne les habitants des Dja. Dja également est un village situé au Mali, d'où le nom Djabi. Donc les Malinké, dans l'ensemble, ils sont venus demander. Mais séparément, les uns ont marqué des étapes, mais les autres, les étapes marquées par elles, on ne peut pas les définir. Si on peut citer un exemple tout tel que les Tourés, je peux savoir que les Tourés, les étapes marquées par les Tourés, jusqu'ici, je peux les définir. De même les Djarachouba. Les Cissé, ils sont venus de Guinée, je crois, et les Djarachouba sont venus de Guinée, de Ségou également, ils n'ont pas marqué des étapes. De Ségou directement, ils sont venus s'installer au Guinée ici. Tandis que les Cissé sont venus en 3 groupes. Des Cissé de Bakongo, d'autres sont venus de Ségou, de Silani, un village situé dans la région de Ségou. D'autres sont venus de Bakongo, en Guinée. D'autres sont venus de Madji. Donc la famille Cissé se compose de 3 branches de provenance différentes. Tandis que les autres connaissent, ils étaient tous presque sénéfaux, tous venus du Mali, les Djarachouba, les Koué, les Mouya, et ils sont venus de Ségasso ou de Ségou même. Oui, quand le peuple Malinké arrivait dans la région d'Odiéné, et quel est le peuple qu'il avait trouvé ici? À leur arrivée ici, ils ont trouvé des Sénéfaux. Ceux qui sont venus vers Ségasso, ils étaient déjà des Sénéfaux. Ils sont venus trouver d'autres Sénéfaux ici. Tandis que les Cissé, les Kamaté, les Komara, au départ de leur village, ils étaient musulmans. Ils sont venus tous trouver ici les Sénéfaux, solidement installés dans la région, à mettre. Les Malinké à leur arrivée ici, ils ne pouvaient pas avoir de conflit entre eux et les Sénéfaux parce qu'ils étaient en minorité. Les Sénéfaux formaient une majorité, donc ils étaient obligés de subir leur influence, de subir leur joug. Ils sont venus s'installer pacifiquement à côté d'eux en exerçant, sauf parfois, ils ont trouvé des difficultés dans leur contact en raison de la différence de la région. Malinké ay boni Mali la kanaya. Ay se ya. Momi doni bien ya wole Kamaté Youssoufou. Les Malinké sont venus du Mali et à leur arrivée ici, ils ont trouvé les Sénéfaux en place. Et ils leur ont demandé une place pour s'asseoir. En premier lieu, c'était les Kamaté qui étaient arrivés. Le chef de famille s'appelait Youssouf Kamaté. Alors quand ils ont demandé de la place aux Sénéfaux pour construire leur case, ils leur ont dit qu'ils ne pouvaient pas cohabiter ensemble parce qu'ils étaient de religions différentes. Donc ils leur ont dit d'aller derrière le Marigot, qui est un peu à l'écart de l'ancien village. Alors ceux-ci sont allés construire leur case en dehors de l'ancien village qui est derrière le Marigot. Bon, ceci étant, ils étaient assis ici, mais la cohabitation n'allait pas, du fait qu'ils étaient de différentes religions. Les Sénéfaux étaient des fétichistes et les Kamaté étaient musulmans. Donc, du fait qu'il y avait une tension,
Un jour, il est arrivé les Djarasuba, les Komara. Les Komara, ils sont venus pour trouver les Kamaté. Alors le Issou Kamaté lui a dit, ah, vous êtes bien arrivé parce que je suis en cohabitation avec des gens avec lesquels je ne m'entends pas. Du fait que nous n'avons pas les mêmes religions. Alors vraiment, je veux que vous m'aidez à les chasser de cet endroit ici pour que je puisse être en paix. Alors celui-ci lui a répondu, bon, ce n'est pas grave, je vais à Ségou. Je vais voir le roi de Ségou dans l'actuel Mali. Je vais lui expliquer le problème. Et il va me donner des gens, des guerriers, pour venir chasser les Sénoufos qui habitent ici et qui font des histoires avec vous. C'est ainsi que Youssouf Kamaté lui a donné ses enfants pour l'accompagner à Ségou. Alors arrivé à Ségou, ils sont allés voir le roi et ils lui ont expliqué le problème. Alors, le roi leur a donné un bataillon de guerriers avec lesquels ils sont venus. Ce bataillon de guerriers était accompagné de forgerons qui font les balles des fusils africains que nous avions avant. Bon, ces forgerons-là sont venus avec eux. Ce sont ceux qui faisaient les balles et les fusils, les arcs et tout ce qu'il faut pour la guerre. Donc ils sont venus avec cela. Alors ils sont venus, ils ont chassé les Sénoufos qui étaient là. Ils les ont chassés du village pour les envoyer hors du village. Les Malinké d'Odjéné, vous avez d'abord les Kamaté, les Komara, les Djarasuba, les Koné, les Bamba, les Sissé, les Touré, les Savané, les Samassi, les Silla, les Diabaté et les Doumbia. Alors, d'où viennent-ils? Tous viennent du Mali. Alors, vous avez ceux qui sont venus directement du Mali pour s'installer sur le site de Djéné et ceux qui, du Mali, ont transité par la Guinée avant de venir rejoindre ceux qui étaient déjà à Odjéné. Parmi les groupes qui sont venus directement, vous avez d'abord les Kamaté, les Djarasuba, les Koné et les Bamba. Ils ont quitté Ségou directement, ils sont venus s'installer sur le site Odjéné. Parmi ceux qui ont transité par la Guinée, vous avez les Komara, les Touré, les Diabaté. Alors, à côté de ces deux groupes, il y a d'autres groupes qui étaient quand même à Samatigila, donc non loin d'Odjéné. Ils n'étaient pas exactement à Odjéné, ils étaient à Samatigila. Et ils ont fini par rejoindre les autres groupes. Vous avez les Silla, les Savané, les Samassi et les Doumbia. Les Malinké, en arrivant, ont trouvé sur place les Sénoufos. Ces Sénoufos étaient organisés en chefferie villageoise, sans grand lien apparent entre eux. Alors, les Kamaté, quand ils se sont installés pour pratiquer la religion musulmane, parce qu'ils revenaient de la Mecque, ils revenaient de lieux saints de l'islam. Mais c'est compté sans le voisinage avec les Sénoufos, parce que les Sénoufos étaient animistes et ils avaient des pratiques qui ne favorisaient pas tellement l'épanouissement de l'islam dont rêvaient les Kamaté. Alors c'était souvent des pillages, les rapports de voisinage n'étaient pas très bons. Les Sénoufos pillaient, ils frappaient, ils empêchaient en tout cas aux Komara de pratiquer la religion qu'ils voulaient. Alors c'est dans ce contexte de crise, de rapports très difficiles, que les Kamaté et les Komara ont décidé d'envoyer des missionnaires à Ségou pour demander l'appui de Ngolo Diarra. C'était à l'époque les Diarra qui étaient au pouvoir à Ségou, dans le royaume Bambara de Ségou. Et ces Diarra ont envoyé les Djarasuba, qui représentaient déjà l'aristocratie guerrière à Ségou. Et ces Djarasuba sont venus eux aussi avec des Koné et des Bamba. Parce que les Djarasuba étaient guerriers, les Koné et les Bamba étaient forgerons pour fabriquer des armes. Alors les Djarasuba, à leur arrivée, ils ont repoussé les Sénoufos très loin. Ce sont ces Sénoufos qu'on retrouve aujourd'hui à Boundjali. Boundjali, d'ailleurs, le nom vient, c'est le village de Boundjali. Le nom a été donné par un chef Djarasuba qui s'appelait Bondjere Koro. C'est Bondjere Koro qui a donné par des formations Boundjali. Ça, c'est les premiers Sénoufos. Vous avez un deuxième groupe de Sénoufos qu'on retrouve aujourd'hui dans la région de Séguélon, dans un village appelé Totin. Nous les avons laissés là. Donc, ils ont été repoussés d'Odjéné à l'arrivée des Djarasuba.
les Sénoufos sont partis très loin. Et les Kamaté, les Komara ont pu s'installer en paix. L'islam s'est introduit très tôt en pays mandé. En ce qui concerne les Malinké, ils ont été islamisés vers le XIe siècle. Aujourd'hui, les Malinké se révèlent comme de grands propagateurs de la foi musulmane. الله أكبر الله أكبر. Moi, c'est le bataillard. C'est le même élément. Et là, il y a le premier groupe des Diaby venus de Djar au Mali s'est installé ici. À l'époque, il n'y avait pas de musulmans dans la région. Et ils se sont installés, ils étaient en petit nombre. Ils ont vu que la région n'était pas du tout islamisée. Il y avait une toute petite mosquée. Bon, comme la population s'est agrandie, et ils ont commencé à islamiser la région s'est donc islamisée. C'est ce qui a fait que la toute petite mosquée qui servait au petit groupe qui est arrivé a été détruite et a été remplacée par celle que vous voyez ici. Alors, cette population devrait avoir des relations. Alors, les gens étaient obligés de quitter ici jusqu'à Kankan en Guinée pour se marier ou aller à Mandjana derrière Goulia pour trouver des femmes. Parce que le mariage entre musulmans et non musulmans, vraiment, ce n'était pas du tout en vie à l'époque. Donc les gens étaient obligés d'aller jusqu'en Guinée, se marier à Kankan ou à Mandjana derrière Goulia pour pouvoir se marier. Lorsque le premier groupe de Diaby est arrivé ici, ils étaient organisés par Moustapha Diaby. Donc voici la tombe à côté là. C'est lui donc qui avait construit une toute petite mosquée là. Et lorsque Moustapha est décédé, son fils Karamogoba a cassé cette petite mosquée et a construit celle-là et il en fut donc le premier imam. Donc de ce premier imam Karamogoba, nous sommes aujourd'hui derrière le 18e imam qui est Hadji Ibrahima Diaby. Samori Touré à l'époque étant considéré comme un conquérant, sa présence dans la région inspirait déjà la peur et la méfiance. Donc venu s'installer à environ 2 km à l'ouest de Samatigla, il est venu et il a campé là. Et la population donc a commencé à s'inquiéter et à s'interroger. Bon, on ne peut pas dire que Samori est venu ici pour nous islamiser. Bon, c'est qu'il veut nous annexer, il veut nous ajouter à son empire ou nous détruire pour le plaisir de nous détruire. Donc les gens ont commencé à se méfier. Donc la nuit, chaque vieux a commencé à prier et demander à Dieu d'aider le village. Alors, c'est ainsi que le lendemain, Samori a dit à ses sofas que demain matin, au réveil, il faudrait que chacun sorte avec son tuteur. Mais il n'avait pas avoué cela. Il n'avait pas avoué. Donc, parce qu'il est venu, il n'a pas fait savoir qu'il voulait attaquer, mais les gens soupçonnaient cela en lui. Alors, quand il est venu à la mosquée, après la prière,
vraiment, il n'a pas pu sortir. Il ne voyait plus. Pourtant, il y a 3 portes là, mais il ne voyait aucune d'elles. Il a tout fait, il a cherché, il n'a pas pu sortir. Et il a donc demandé à l'imam Konyomami, parce que c'est fait à son temps, qui dit, mais, collègue imam, parce que lui aussi il est imam, il lui a demandé, mais comment, moi je ne peux pas sortir, les autres sont sortis, je n'arrive pas à sortir. C'est ainsi que l'imam Konyomami lui a dit, mais tu as une intention, que tu n'avoues pas cela, tant que tu n'abandonnes pas cela, tu ne pourras pas sortir d'ici. Nous on ne t'attrape pas, mais il faudrait que tu avoues ce que tu veux faire. Il dit vraiment, j'avais l'intention, j'avais déjà dit ça à mes sofas, que ce soir-là, chacun vienne en ville, se cherche un tuteur et il me sorte ce tuteur demain matin. Alors, mais il dit, mais tant que tu n'auras pas laissé cette ambition, tu ne pourras pas sortir. Alors il s'est avoué vaincu et il a abandonné cette ambition. C'est ainsi qu'il a pu sortir. Donc après son entretien avec l'imam Konyomami, Samori a rejoint son camp à l'emplacement du collège actuel. Et il est resté 8 mois sans heurts avec la population. Je crois à l'issue de cela, il a promis assistance et protection à la population de Samatigla. Peu de familles, les Cissé, les Koumara, les Kamaté, ne pouvaient pas être féticheurs. Mais autrement, les Kouane, les Fofana, les Diabaté, les Doumbouya, ils étaient en général des féticheurs. Ils ne priaient pas. Bien qu'ils soient malinqués, ils ne priaient pas. Ils étaient féticheurs. Mais actuellement, l'influence de l'islam a tendance à détruire, n'est-ce pas, toutes les anciennes assises. Vous avez actuellement, dans toutes les familles, même la famille des griots, des marabouts, des Djarasouba, marabouts, Doumbia, marabouts, Cissé, marabouts, etc. L'islam, en tout cas, a détruit en grande partie toutes les traditions, la plupart des mœurs traditionnelles, dans tous les domaines presque. Et quand l'islam s'est introduit chez les Malinké? L'islam est venu, les gens, ils étaient des familles qui étaient au Mali, au Ségou, ils étaient islamisés depuis plusieurs générations. Ils sont venus ici dans le but d'évangéliser la population. Vous avez les Kanté, vous avez les Silla, vous avez par exemple les 12 pèlerins de la Mecque, les 12 pèlerins originaires de la boucle du Niger, qui sont pénétrés dans cette région. Ils ont contribué beaucoup à la conversion, n'est-ce pas, de la race à l'islamisme. C'est-à-dire, depuis ce temps-là, l'islamisme s'étend de plus en plus et exerce une influence considérable sur la population. Et même actuellement, vous voyez, les hommes qui ne prient pas, parce qu'en cas d'enterrement, en cas de décès, ils n'assistent pas à votre enterrement. À vous, c'est ce qui a amené beaucoup de gens à prier. En tout cas, le nombre de musulmans augmente considérablement. Parce que ceux qui sont venus ont pu influencer grandement la société tout entière. L'islamisation consistait tout simplement à se présenter à un marabout, sous prétexte que désormais, je vais exercer, je vais faire la prière. Ils disaient, bon, d'autres qui buvaient. Il y a beaucoup dans la région qui buvaient. Au début, on leur a dit que l'alcool était formellement interdit par l'islam. Mais lorsqu'on dit qu'il ne faut pas boire lorsqu'on est musulman, cela a amené beaucoup de gens à dire, ah, moi je ne peux pas être musulman parce que je ne peux pas m'empêcher de boire. Finalement, petit à petit, on a fini par les convaincre. Ils ont renoncé à l'alcool et puis en même temps, ils continuent à prier maintenant. C'est ainsi que l'islam s'est étendu petit à petit. Mais à l'heure actuelle, atteint un grand nombre, 98% à peu près, des Malinqués, même s'ils ne sont pas tout à fait doués d'une foi ardente, mais ils sont obligés de pratiquer
faire la prière, parce que si vous ne faites pas la prière, vous ne pouvez pas manger avec ceux qui prient. Donc cela a amené beaucoup de gens à exercer, à s'adonner à l'islamisme, à embrasser l'islamisme. Est-ce qu'au départ, on n'a pas forcé les gens à se convertir à l'islam? Al-Mamou Samoui, il a obligé Manu Militari de prier les grands marabouts d'autrefois. Ceux qui étaient animistes, qui ne voulaient pas du tout renoncer à leur culte, ils ont même dans des champs dit vraiment, mon père n'a pas été musulman, ma mère n'a pas été musulmane, moi on m'oblige d'être musulman. Nous allons nous regarder face à face, avec hypocrisie. Ils avaient même chanté ça, avec la trompette. Qu'on se regarde avec hypocrisie, obliger un Bambara à prier. Sa maman n'a jamais été musulmane, ni non plus son papa. Mais comment voulez-vous que moi je sois obligatoirement musulman? C'était une critique qu'il adressait aux maîtres de culte. Finalement, ils ont abandonné, ils sont devenus plus tard musulmans. Ils sont actuellement, le jour où vous allez le vendredi vous trouvez ici, vous allez voir qu'il y a une influence considérable, un nombre impressionnant de fidèles. La mosquée est remplie, ainsi que tous ces alentours. À Odiéné, l'islam a été introduit par les Komara et les Kamaté. Les Sénoufos étant partis plus loin, Kamaté et Komara peuvent maintenant pratiquer la religion musulmane en paix. Et c'est d'ailleurs ce qu'ils ont fait. Les Komara étant des marabouts, on a commencé à étudier l'islam à Odiéné. On a créé les premières écoles coraniques et l'islam était pratiqué dans toute la région. Les Jarasuba, eux, étant des animistes, ils se sont retirés de la montagne Manouna, appelée aujourd'hui Denguélé. Donc à Odiéné, l'islam a été introduit par les Kamaté et les Komara. C'était les deux sous-groupes malinqués qui ont pratiqué l'islam jusqu'à une certaine époque. Alors, plus tard, à l'arrivée des Cissé, plus particulièrement de Miyako Cissé, les Cissé venant de la Guinée, eux, ils avaient déjà une certaine tradition de marabout. Les Cissé sont connus comme des lettrés, de grands lettrés musulmans. Partout où ils passent, c'est des marabouts. Alors, quand les Cissé sont venus à Odiéné, ils ont été bien accueillis par les Komara et les Kamaté qui ne demandaient qu'à pratiquer l'islam. Les Cissé sont venus et à partir de ce moment, l'islam connaît un certain regain d'activité parce que vous avez non seulement la prolifération d'écoles coraniques, mais en plus, vous avez une certaine exégèse du Coran. On commence à lire le Coran, on apprend le Coran par cœur, on l'explique, on l'interprète. Il y a des discussions sur le Coran. Donc, l'islam introduit par les Kamaté et les Komara va connaître un certain regain d'activité avec les Cissé, l'arrivée des Cissé. Plus tard, avec l'arrivée des Touré et la création du Kabadougou, vous avez, si vous voulez, une certaine sécurité sur les routes, vous avez naissance de certains points de marché. Alors, de ce fait, les différents marchés sont désormais des lieux de discussion. On commente, on discute des choses de l'islam en plus du commerce. Vous avez des marabouts qui quittent Odiéné pour aller à Samatigila et vice-versa. Vous avez des marabouts qui quittent Samatigila, qui vont à Tchémé et qui reviennent après à Odiéné. Donc, si vous voulez, l'islam connaît encore un certain épanouissement avec l'arrivée des Tourés. Déjà, à Odiéné, on nomme un certain imam comme, si vous voulez, responsable désormais de tout. Il rend la justice. Oui, il rend la justice, non seulement il rend la justice, mais lui aussi continue à discuter avec les Cissé des choses de l'islam. Donc, à partir de ce moment, l'islam, si vous voulez, est diffusé dans toutes les régions. L'islam a détruit, systématiquement détruit, la plupart de nos mœurs, et presque dans tous les domaines, même les danses. Beaucoup de danses autrefois pratiquées maintenant, c'est prohibé par l'islam. Il ne faut pas exercer ces danses-là.
Monsieur Touré, politiquement, comment la société malinké était organisée? Qui dirigeait le pouvoir et comment s'exerçait le pouvoir? Politiquement, la société malinké était bien organisée. Il y avait un roi, entouré de cour. Il y avait une bourgeoisie, les commerçants aisés. Il y avait les paysans, les esclaves affranchis et ceux qui sont ici qui n'appartenaient pas à la bourgeoisie ni à la royauté. Ils constituaient une catégorie à part. Ils comprenaient également, ils étaient des cultivateurs dans l'ensemble, mais ils comprenaient également des esclaves affranchis. Le roi commandait à maître. Il avait un pouvoir souverain. Ayant discrétionnaire même, puisqu'il exerçait le droit de vie et de mort sur ce sujet. Il était entouré de cour. Cette cour comprenait les membres de la famille royale, la bourgeoisie, le clergé, le marabout, ceux qui étaient chargés, comme on appelle le moridou, qui dirigeaient les prières. Et parmi eux, on choisissait l'imam qui présidait les prières tous les jours. C'était la définition. En même temps, il y avait une armée qui était commandée non pas par les descendants uniquement du roi, qui étaient choisis, même parmi les esclaves affranchis, ils devenaient après des chefs suprêmes de la guerre. Et puis ils étaient divisés en plusieurs sections. À la tête de chaque section, il y avait un chef qui pouvait être Kouné, qui pouvait être Girasuba, qui pouvait être Sissé, qui pouvait être Komara, peu importe. L'armée était ainsi dirigée, mais sous les ordres déterminés du roi. Après la conquête, on apportait des butins qui étaient répartis entre le roi, les membres de la famille, qui étaient privilégiés. Et parmi même les enfants du roi, il y avait des chefs de guerre. Et indépendamment des chefs d'eux, il y avait d'autres éclats, parmi lesquels on choisissait également des chefs, des guerriers. Ils étaient guerriers. La guerre, ils étaient vraiment dirigeants des opérations. Sous le commandement suprême, le roi même allait sur le champ de bataille. Il était le chef suprême de la guerre. Et en même temps, ses enfants également, il y en a qui en étaient dignes, ils exerçaient le commandement. Mais le commandement n'était pas pratiquement appliqué aux seuls descendants du roi. Parmi eux, il y avait des bourgeois, des riches commerçants, des chefs de famille, tels que on appelle la bourgeoisie. Les premiers chefs, c'était d'abord les Kamatis, mais eux étaient surtout chefs de terre avant l'arrivée des Jarasuba. Puis plus tard, quand on a essayé de convertir les Jarasuba à l'islam, eux ils se sont rebellés contre le pouvoir en place, ils ont pris le pouvoir politique par la force. Les Jarasuba ont régné d'abord sur Odjene, avec comme capitale Manouna, dans la montagne du Denguele. Le premier chef de Jarasuba, chef politique, c'était un certain Sirakoma. Il a été remplacé par son frère Bema Lahan, ensuite par un certain Tchénandri, et en dernier ressort, Djarakoro Jarasuba. Alors on a retenu surtout du pouvoir de Djarakoro, que c'était un pouvoir dictatorial, c'était un tyran, il était surtout très dur avec la population. Alors cette population a accueilli favorablement, si vous voulez, l'arrivée des Tourés, parce qu'on a vu les Tourés comme des libérateurs. Donc le pouvoir politique qui était entre les mains de Jarasuba, à l'arrivée des Tourés, pas aux mains des Tourés, de Vaka Touré, Vaka Touré qui va régner au moins pendant 14 ans. Il sera ensuite remplacé par un de ses enfants, Brima Touré, qui ne régnera que 6 mois. Lui aussi sera remplacé par Mokhtar Touré. C'est avec Mokhtar Touré que le Kabadou
va atteindre son apogée, parce que le Kabadougou a été créé par Vakaba, mais il atteindra son apogée surtout avec Mokhtar Touré. Parce que sous le règne de Mokhtar Touré, le Kabadougou s'étendra non seulement sur une partie de l'actuelle Guinée, mais sur une partie de l'actuelle République du Mali. Et Mokhtar Touré sera remplacé, si vous voulez, par Magbé Madou, oui. Alors Magbé Madou, avec lui, si vous voulez, les choses sont moins nettes, parce que le règne de Magbé Madou correspond déjà à l'arrivée de Samori Touré dans la région. Et parlez-nous de quelques grandes figures malinké au niveau de la région d'Odiéné. Alors, parmi les grandes figures de la région d'Odiéné, vous avez d'abord les Kamaté, avec Youssouf Kamaté, premier venu. Vous avez ensuite Manfere Mori Komara, puis les frères Diarasuba, Sir Koma et Mema Koman Diarasuba, Miakou Sissé ensuite. Ça, c'est les grandes figures avant l'arrivée de Touré. Puis, avec l'arrivée de Touré, vous avez aussi Vakaba Touré, Vassanissi Touré. Vous avez les fils de Vakaba Touré, Mokhtar Touré et Magbé Madou, mais à côté de Vakaba Touré, vous avez aussi de grandes figures militaires, Vakosa Bamba, Kese Kone et Kenibaye Mori Diabaté. Bon, avec les Diarasuba, les grandes figures Diarasuba, ils ont déjà créé un empire avant l'arrivée des Touré. Si vous voulez, cet empire, avec l'arrivée des Touré, va chuter, il sera remplacé par les Kabadougou, le Kabadougou de Vakaba Touré. Vakaba va créer non seulement des villages Sofa, des villages de culture dans tout le Kabadougou. Et avec Mokhtar Touré, ce Kabadougou va s'étendre et atteindre son apogée. Et après, avec Magbé Madou, l'empire va connaître un déclin. Avec Magbé Madou, l'arrivée de Samori, l'arrivée de la colonisation, le Kabadougou va connaître un déclin. Vous avez des chefs qui ont travaillé avec la colonisation, comme l'ancien Siriki par exemple, Moriba Touré. Mais à partir de cet instant, la colonisation est déjà là et, si vous voulez, le Kabadougou n'existe plus en tant que tel. La société malinké est une société de tradition monarchique. Une société divisée en groupes sociaux très hiérarchisés et surtout en castes. Deux questions se posent ici. Quelles sont les différentes castes que l'on rencontre en pays malinké et quelles sont leurs fonctions respectives? Je suis forgeron. Avant, au Guinée, il n'y avait pas de fer. Nous allions en brousse, creuser des trous et extraire une sorte de roche avec laquelle nous faisions une fusion avec du charbon. Et de là, nous arrivions à avoir du fer. Et c'est avec ce fer que nous faisions certains travaux. Avec le fer ainsi obtenu, nous fabriquions des abats, des machettes, des roues, des pioches. Ensuite, au moment de la guerre, nous fabriquions des armes qui se résumaient ainsi, des flèches, des fusils, et enfin tous les autres matériaux qui servaient pour faire reculer l'ennemi. Donc, après la fabrication de ces objets, nous les vendions sur les différents marchés. Et l'argent recueilli servait aux besoins de différentes familles. Ainsi, avec cet argent, nous
nous payions des habits pour nous-mêmes et pour nos familles. Nous faisions nos mariages. Et ensuite, nous initions nos enfants au métier de forgeron. C'est ainsi qu'actuellement, vous allez découvrir que certains de nos enfants arrivent à fabriquer des fusils aussi perfectionnés que ceux fabriqués en France. Pourtant, c'est ici qu'ils ont été initiés. Les forgerons sont puissants, mais je ne peux pas vous dévoiler notre puissance. Je préfère la mort que de vous la dévoiler. Et d'ailleurs, tous les forgerons ne sont pas initiés. Seuls quelques-uns connaissent beaucoup les secrets et ils ne sont pas habités à la dévoiler. Et donc, je préfère mourir que de parler de notre puissance. Il y avait deux cas différents, distincts. Il y avait les griots. Vous avez les forgerons. Les griots, leur rôle consistait à faire des éloges. Mais ils étaient parmi eux aussi. Même on pouvait choisir un chef de guerre. Ils faisaient les louanges des princes, des notables, des nobles, et ils jouaient les instruments de musique, les mandolines, les balafons, etc. Les rois s'étaient chantés, mais ils avaient quand même, ils étaient coordonnés comme métier principal. Ils exerçaient, ils étaient coordonnés en général. Mais cela ne les empêchait pas de faire les joueuses des princes et des chefs de guerre. Quant aux forgerons, uniquement le métier des métaux leur était exclusivement réservé. Ils fabriquaient les instruments ratoirs, les tabacs, les pioches, etc. Aucun autre, les membres d'aucune autre famille pouvaient exercer ce métier à leur place. Leurs femmes étaient des potières. C'était qui fabriquaient les canaries, les gargoulettes, etc. Cette fonction était uniquement attribuée aux femmes de forgerons. Personne d'autre famille pouvait exercer ce commerce-là. Et même jusqu'ici, la chose n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Les forgerons, les femmes de forgerons continuent toujours à fabriquer des canaries, des gargoulettes, etc. Et même les griots également, jusqu'ici, le métier a tendance à être diminué, c'est le métier de cordonnier. Fabriquer des babouches, des omelettes, etc. Oui, oui. Ambaya. Les griots sont une caste à part. Ceux-là, leur travail, leur rôle dans la société était d'être les fidèles interprètes des rois. Quand le roi devait dire quelque chose, il le disait au griot, et le griot maintenant transmettait ça. Ensuite, ces griots-là chantaient les louanges des rois, leur épopée, qu'est-ce qu'ils ont fait lors des guerres, tout ce qu'ils ont fait. Ces griots aussi étaient des porte-paroles pour ces rois-là. Mais ces griots étaient une caste à part. Les forgerons sont venus avec la troupe guerrière qui était venue pour chasser les chevaux du village. Alors ces mêmes forgerons sont toujours restés ici. Leur travail est de fabriquer des armes, d'avoir des fusils, des arcs, des balles pour ces fusils-là. C'est leur travail, ça, le travail du fer. Maintenant, ils font des tabacs en période où il n'y a pas de guerre.
des instruments à rapport des instruments de la vie quotidienne, ils le font. Au point de vue social, il faut parler surtout des Kabla. L'organisation en Kabla. Les Kabla, ce sont des fédérations de grandes familles. Les Kamaté font partie de la Kabla Kamatela, les Komara, Komarala, les Jarasuba, Jarasubala. Bon, les Touré sont divisés en 3 grandes familles, 3 grands Kabla. Il y a le frère aîné de Vakaba, Bounou Mamberi, qui a donné son nom à une Kabla, Mamberi Dougou. Vakaba lui-même a donné Vakabala et Vasanissi a donné Sanissi Dougou. Les Kabla sont surtout des structures de concertation et de prise de décision. C'est-à-dire une décision, avant d'être prise, est répercutée d'abord au niveau de la Kabla. Il faut que la Kabla donne son accord, se concerte pour donner son accord, pour que cette décision soit acceptée. Vous avez une structure de la base au sommet et du sommet à la base. Alors, en ce qui concerne les castes, on va surtout parler de la corporation, de corporation plutôt. Vous avez les Jarasuba, ce sont des chasseurs, les Doumbia, les Jara, les Bamba sont des forgerons, les Diabaté sont des cordonniers, les Tourés sont des tisseurs. Lorsque par exemple un Kamaté ou un Komara égorge un animal, il envoie l'épaule au Touré, par exemple. Lorsque dans la famille Touré qu'on égorge un animal, on envoie la cuisse au Komara. Alors ça c'est pour montrer la coopération qu'il y a entre les différentes Kabla. Les différentes Kabla ont osé coopérer. Lorsqu'il y a par exemple une dispute entre des Komara et des Sissé, quand un Jarasuba intervient, on met fin à la discussion. De la même manière, lorsqu'il y a une dispute entre une famille Sissé et une famille Touré, quand un Komara intervient, on met fin à la discussion. Bon, en ce qui concerne les castes, vous avez les mariages quand même autorisés entre ces différents groupes qu'on a cités. Jusqu'à présent, les différents groupes se marient entre eux. Il n'y a pas ce cloisonnement social. Mais pour attaquer, nous allons attaquer. Mais c'est ça, à sa dame. Il m'a dit, ni dérive la neige, il y a la nuit qui fasse normal. Il va dire, je l'ai dit à ta vie. Hein? Mais je m'y gagne. En demi-guerre. Ni qui fasse normal. Ah, nous y a un siraro. Il n'y a pas de n'oro. Mais il n'y a pas de Le roi ne pouvait pas donner sa fille en mariage au griot parce que tout ceci était des sujets au roi. Donc le roi était au-dessus de tout ceci. Et il ne pouvait pas donner sa fille en mariage à un griot ou à un forgeron. Comme le forgeron aussi ne pouvait pas donner sa fille en mariage au griot. Donc c'était comme ça, la société était conçue de cette manière-là. Et leur travail était que la fabrication des armes. Comment l'État nous anda bemake na va nous o comment de tanalité géré et donne comme dit le bro comme le bro kule mo o muso do ta ko ka o ye o bebe wa o le transani comme amra ko ma bla ambie bra ke muri nyawo nga kedu ete aduna komalima ole nota kra andinda fungara andinda etara etinda andara nya komado ndamro ambie brake mwele wele koso obra boyno ambie nyon ndarabi. Nous ne nous marions pas aux griots, hein, nous nous marions aux nobles. Les raisons pour lesquelles nous ne nous marions pas aux griots sont les suivantes. Nos ancêtres possédaient un fétiche très puissant qu'on appelle le koma. Et les griots et les griottes ne devaient pas avoir ce fétiche-là, ce masque, disons. Alors comment vouliez-vous que nous prenions pour époux ou bien pour épouse des personnes qui ne devaient pas avoir notre fétiche?
C'est la raison principale pour laquelle les forgerons et les griots ne pouvaient pas faire de mariage. Il n'y a plus d'interdit à cela. En effet, maintenant, nous marions avec les griots et les griottes. Pour la raison suivante, avec l'avènement de l'islam, nous sommes tous devenus musulmans et nous avons donc abandonné le fétiche de nos ancêtres, le koma. Donc, il n'y a plus d'interdit. Voilà pourquoi maintenant, nous convolons en juste noces avec les griots ou les griottes.